En 1663, la population de la Nouvelle-France atteint à peine 3000 habitants. Une population très majoritairement d'origine française et catholique, si on ne compte pas les premiers occupants. Les compagnies qui géraient la colonie avant cette date, plutôt intéressées par les profits générés par le commerce des fourrures, ont eu toutes sortes de difficultés à remplir leur obligation de peupler la colonie. Le résultat donne une population en Nouvelle-France nettement moins importante que celle des colonies britanniques. C'est à ce moment que l'État français va reprendre sous son aile l'administration de la Nouvelle-France pour tenter enfin d'en faire une vraie colonie de peuplement. Pour ce faire, il va créer le poste d'intendant qui sera responsable, entre autres choses, de la croissance de la population. Le plus connu à avoir occupé ce poste, c'est définitivement Jean Talon. C'est d'abord à lui qu'on doit le premier recensement de la colonie, mais on retiendra son nom surtout parce que c'est lui qui a mis en place plusieurs mesures énergiques en vue de régler les différents problèmes de peuplement de la colonie. Une des mesures prises par l'État français pour stimuler le peuplement sera de pacifier la colonie. Les guerres franco-iroquoises ne créent certainement pas un contexte très favorable au peuplement, c'est pourquoi la France envoie le régiment de Carignan-Salière. Une fois la mission du régiment terminée, Talon propose aux militaires de rester en Nouvelle-France en leur offrant des terres. Environ un tiers d'entre eux vont accepter son offre. Talon donnera aussi des terres à ceux qu'on appelle les 36 mois. C'est le surnom qu'on donne aux travailleurs qui viennent, pour une période de 3 ans, pratiquer leur métier dans la colonie. Malgré ces mesures, la plupart décident de retourner en France, peu intéressés par la difficile vie de colon en Nouvelle-France. La mesure la plus célèbre de Jean Talon pour stimuler le peuplement, c'est certainement la venue des filles du roi. Depuis le début de la colonisation, ce sont surtout des hommes célibataires qui sont venus s'établir dans la colonie, souvent de manière temporaire, ce qui n'est pas très propice pour le peuplement. Ces filles doivent leur nom au fait que plusieurs d'entre elles sont des orphelines de moins de 25 ans à qui le roi a payé la traversée en Nouvelle-France, en plus de leur remettre une dot, généralement quelques articles ménagers. Elles sont environ 800 femmes à venir, échelonnées sur environ une décennie. Une fois arrivées en Nouvelle-France, elles doivent rapidement se trouver un mari, sous menace de retourner en France. Sans régler totalement le problème du manque de femmes dans la colonie, leur arrivée va tout de même stimuler les mariages et par le fait même la natalité. L'État prendra d'autres mesures pour inciter un fort taux de natalité, par exemple en imposant des amendes aux pères d'enfants célibataires, mais aussi en donnant des primes pour les mariages précoces. Le résultat de toutes ces mesures est tout de même spectaculaire. Très rapidement, la population de la Nouvelle-France va doubler, essentiellement grâce à la croissance naturelle. En 1760, la population de la Nouvelle-France sera d'environ 65 000 habitants, avec une proportion homme-femme beaucoup plus équilibrée. Cette population est essentiellement constituée de gens qui sont nés dans la colonie, qu'on appelle à ce moment-là des Canadiens, mais aussi de quelques Français de passage, qu'ils soient administrateurs ou militaires. Il faut aussi tenir compte de la présence plutôt méconnue d'environ 3500 Noirs et Amérindiens qui vont agir à titre d'esclaves. Malgré cette augmentation importante de la population, surtout due à la forte natalité, elle ne sera en rien comparable à celle des colonies anglaises qui dépassent le million d'habitants déjà à la même époque. Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que celle des colonies anglaises, la croissance de la population en Nouvelle-France aura quand même d'importants effets sur ceux qui occupaient le territoire bien avant eux, c'est-à-dire les Amérindiens. Connaissant le manque de femmes que la colonie a connu au cours du 17e siècle, on peut se demander si le métissage entre Européens et Amérindiens a eu une importance sur le peuplement de la Nouvelle-France. On sait qu'il existait, mais encore aujourd'hui, il est difficile de savoir à quelle hauteur. Ce qu'on sait avec certitude, par contre, c'est que le roi de France autorise en Nouvelle-France les mariages entre un Français et une Amérindienne, à la condition par contre que l'Amérindienne soit chrétienne. Le métissage était donc une manière, encore une fois, d'assimiler les Amérindiens, alors que ceux-ci voyaient plutôt ces mariages comme une manière de sceller des alliances avec les Blancs. Cependant, bien peu de mariages mixtes sont célébrés dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui fait de cette politique du roi un échec. Les Amérindiennes préfèrent garder la liberté sexuelle qu'elles ont chez elles, plutôt que d'adopter le modèle d'obéissance que la religion chrétienne impose aux femmes mariées. Par contre, le métissage est sûrement plus grand en dehors de la vallée du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs par exemple,
où les coureurs des bois sont en contact régulièrement avec les Amérindiens. Ces unions, cependant, restent difficiles à quantifier. Un autre impact de la présence française sur les Amérindiens, c'est sans l'ombre d'un doute la diminution de la population autochtone qui sera non négligeable. Les Européens étaient depuis des siècles immunisés contre des maladies comme la variole, la varicelle ou même la grippe, ce qui n'était pas le cas des Amérindiens, qui n'avaient jamais été en contact avec ces infections. La diminution de la population sera amplifiée par la présence des missionnaires qui vont se rendre directement dans les territoires autochtones pour les convertir. Comme si ce n'était pas suffisant, les guerres franco-iroquoises ont fait plusieurs victimes, même chez les alliés français comme les Hurons. Ces derniers, affaiblis par les maladies européennes, ont vu leur territoire, la Huronie, complètement anéanti. C'est à ce moment qu'ils vont venir s'établir dans la région de Québec pour y trouver refuge. La présence française aura d'ailleurs comme impact l'établissement de réductions. Une réduction, c'est en fait un petit village amérindien que les missionnaires vont créer pour convertir les Amérindiens et les assimiler au mode de vie européen. Les Français appelleront les Amérindiens qui vivent dans des réductions des domiciliés. On en trouve un peu partout au Québec, notamment dans la région de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Dans plusieurs cas, ces villages vont devenir plus tard des réserves amérindiennes. Parmi les réductions connues, on peut citer Wendake, là où les Hurons vont s'installer à la fin du 17e siècle, bien après la destruction de la Huronie. On peut aussi nommer Kanesatake, près de Montréal, ainsi que Kanawagé. L'autre impact territorial de la présence française pour les Amérindiens sera lié directement à l'occupation du territoire par les Français. En fait, les Français vont construire toute une série de forts et de postes de traite dans la région des Grands Lacs et du Mississippi, ce qui va repousser bien évidemment les Amérindiens un peu plus loin, tout comme la colonisation de la vallée du Saint-Laurent va réduire le territoire de chasse des tribus algonquiennes qui vivaient à proximité. Le territoire de la Nouvelle-France qui sera occupé en premier, c'est celui des établissements de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Cependant, dans le monde rural, on utilisera un système pour augmenter la population et surtout organiser le territoire de la colonie. C'est le régime seigneurial. On peut voir encore aujourd'hui les traces de ce système dans le paysage rural québécois. Ce système, qui vient de France, est aussi un mode d'organisation sociale qui va perdurer, même après le régime français. La manière de fonctionner est assez simple. Ainsi, l'État va remettre à des seigneurs de grands domaines, à la condition qu'ils les subdivisent en terres plus petites, les censivent, et qu'ils les remettent gratuitement ensuite à des colons qui en font la demande. Généralement, les censives sont des rectangles étroits orientés perpendiculairement au fleuve Saint-Laurent ou encore un autre cours d'eau comme la rivière Chaudière ou la rivière Richelieu. Les terres les plus convoitées sont évidemment celles qui sont en bordure de l'eau, ce sont donc les premières à être occupées pour des raisons pratiques. En échange d'une terre gratuite, le censitaire doit s'engager à la mettre en valeur et à accomplir différentes corvées et surtout payer différentes redevances annuelles aux seigneurs, comme le cens et la rente. Une fois que la première rangée de terre est concédée, un deuxième rang est ouvert, qui est parallèle au premier. Pour se rendre du premier au deuxième rang, un chemin était construit qu'on appelle la montée. On ouvrait autant de rangs que le territoire de la seigneurie le permettait. Des terres que tous les colons pouvaient utiliser étaient aussi réservées pour les animaux d'élevage des premiers colons. C'est la commune. Les seigneurs, quant à eux, vont vivre sur une terre qu'ils se réservent et vont y construire un manoir seigneurial. Au début de la colonisation, il est à peine plus confortable que les humbles habitations des colons, ce qui sera moins vrai à la fin du régime français. Près du manoir seigneurial se construira une église. On lui réserve une place de choix dans la seigneurie et des terres à proximité lui sont réservées, spécifiquement pour le cimetière et le presbytère. Ce sont les terres de la fabrique. Généralement, c'est près de l'église que se développera plus tard ce qui sera le village. S'ajoute finalement le moulin banal que le seigneur devra construire pour que ses colons puissent moudre leurs grains en échange d'une partie de la farine produite. En 1663, les seigneuries seront de taille inégale et dispersées entre Montréal et Québec. Le Canada, nom qu'on donne à la vallée du Saint-Laurent à l'époque, est peu peuplé et cela a une incidence sur l'occupation de son territoire. On trouve peu de villages, si ce n'est la population de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Il faut faire la distinction entre le territoire occupé par la Nouvelle-France et le territoire possédé, puisque la population ne va pas nécessairement s'établir dans tout le territoire possédé.
Le territoire dont la Nouvelle-France revendique la possession en 1663 comprend notamment la vallée du Saint-Laurent, l'Acadie, ainsi que la partie connue des Grands Lacs. Différents voyages faits par les explorateurs vont agrandir le territoire de la colonie pour l'amener à son apogée à la fin du 17e siècle. Cependant, cette extension maximale sera de courte durée, puisqu'en 1713, à la suite d'une guerre contre la Grande-Bretagne, la France a perdu plusieurs territoires avec le traité d'Utrecht. À ce moment, la Nouvelle-France s'étend du Labrador jusqu'en Louisiane, en passant par le Mississippi. Elle perd définitivement Terre-Neuve, le territoire de la baie d'Hudson et la partie de l'Acadie qui deviendra la Nouvelle-Écosse. La population, quant à elle, continue toujours de vivre essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent, qui va toutefois être plus densément occupée suite à l'augmentation de la population connue depuis que l'État a repris les choses dans ce sens avec Jean Talon.